Parce que Socrate, qui était-il finalement? Quelqu'un qui, dans la cité, venait interroger les uns et les autres, leur donner à penser leur fonction et leur mission au cœur de cette cité, et puis bien entendu les amener à se remettre en question. C'était ça la philosophie de Socrate, c'est-à-dire se dire qu'au moment où je suis le guerrier, que je pense sauver ma cité, au moment où je pense être l'homme de courage, l'homme de valeur, l'homme d'honneur, en plus on m'a formé au combat, on m'a donné une épouse pour que j'ai une âme qui s'attendrisse. Le soldat a une épouse pour ça, pour que ce soit pas un gros barbare, une grosse brute infâme. Il a des enfants pour que justement il ait le sens de la paternité, de la transmission, donc il a des valeurs, il a des choses solides qui lui permettent de pouvoir être valeureux ailleurs. Socrate arrive et lui dit, mais tu vas te combattre toi demain? Oui. Tu vas te combattre pourquoi? Ben, pour défendre la cité. Et comment tu vas défendre la cité? Ben, avec mes poings, avec mes armes, avec toute la force qui est la mienne, puisque je suis le soldat, je suis le gardien de cette cité. Oui, mais alors tu vas aller tuer des gens. Vous voyez? Celui qui se dit, j'ai des valeurs, j'ai du courage, j'entre en quelque sorte dans un métier où je me dois en quelque sorte de reconnaître que je suis celui qui est le héros de ma cité d'une certaine façon, et d'un autre côté, je suis amené à devoir user de mon arme, user de ma violence, et aller semer ailleurs peut-être une sorte d'agressivité ou de violence presque instituée par la cité. Tant que l'on défend, vous savez, c'est le problème des guerres justes dans la période médiévale, tant que l'on défend, on a l'impression que c'est juste. On vient m'attaquer, je me défends. Quand il faut aller attaquer à son tour, eh bien la question de la raison, si vous voulez, pour lesquels, ou en tout cas les motifs pour lesquels on peut être amené à tuer son ennemi, là ça peut peut-être poser quelques problèmes, en tout cas des problèmes de morale. Eh bien Socrate c'est ça, c'est celui qui finalement va rencontrer celui qui est sûr de lui, sûr de ce qu'il fait dans la cité, celui qui a compris que finalement il avait une mission à accomplir, et puis qui petit à petit se rend compte qu'il n'est pas celui qu'il pensait être, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les qualités requises, ou en tout cas on pourrait lui reprocher certains de ses excès. Il en va de même pour l'artisan qui s'applique à fabriquer l'objet, etc., à y mettre de la couleur, à y mettre du relief, à faire quelque chose de beau, à qui on dit, mais tu vois, à force de faire des beaux objets, tu es en train d'engendrer de la consommation. Alors que lui, il était dans l'idée simplement d'une technique qu'il était en train de parfaire. Donc du coup, on l'accuse presque de corrompre la cité en voulant mettre en avant la beauté plutôt que l'utilité. Donc, il crée du superflu. Et pour Socrate et pour le sage en général, le superflu, eh bien, c'est du paraître. Et il vaut mieux privilégier l'être au paraître. Vous voyez comment, dans la cité, comme ça, des individus qui étaient sûrs, entre guillemets, de leurs valeurs, de leurs convictions, de leur manière d'être, se retrouvent malmenés par Socrate qui interroge, parce qu'on parle toujours de Socrate dans les banquets, qui est assez provocateur vis-à-vis des nobles, mais il l'est aussi vis-à-vis de la foule. C'est pour ça que quand il y a la condamnation à mort de Socrate, mais avant cela il y a le procès de Socrate, qui va porter plainte? Les tanneurs. C'est-à-dire que la plainte est écrite par les érudits, les intellectuels de la cité, qui veulent absolument faire condamner Socrate, mais ce sont les artisans, donc les tanneurs, qui vont déposer la plainte pour dire, bon maintenant ça suffit, il nous a méprisés, maintenant nous lui rendons entre guillemets la monnaie de sa pièce. Et de quoi est-il accusé? Justement Socrate. Eh bien il est accusé de corrompre la cité parce qu'il amène des valeurs qui sont des valeurs que la cité ne met pas forcément en avant. Deuxièmement, il est accusé de diviser les familles, parce que lorsqu'il entre en relation, on va dire, avec les jeunes hommes pour discuter de philosophie, eh bien il leur explique les valeurs, où est la justice, etc. Et donc forcément, les pères qui sont peut-être dans les affaires, qui défendent des intérêts personnels plutôt que des intérêts liés à la cité, donc l'intérêt public, la chose publique, eh bien forcément sont en contradiction avec les fils. Donc il y a des disputes le soir pendant les dîners. À partir de ce moment-là, Socrate est mal vu. Donc il divise la cité, il divise les familles puisqu'il met les pères et les fils en conflit. Ensuite, il parle de son daimon. Un daimon, c'est un esprit qui l'inspire. Il aurait donc son petit génie. Un daimon au singulier, à une période où on parle de religion en parlant de polythéisme. Donc vous imaginez, il y a des divinités multiples, Zeus, Apollon, Athéna, etc. Lui, il a sa propre divinité à lui, qui l'inspire, qui lui donne du talent et qui lui donne une forme de connaissance. Inacceptable. Donc voilà, insupportable. Donc il amène dans la cité aussi, il sape les bases morales de la cité, dit-on, parce qu'il amène
d'autres façons de concevoir l'institution religieuse au cœur même de sa cité. Vous voyez, les accusations ne manquent pas. En réalité, on reproche à Socrate de pratiquer sa philosophie, de dire qu'il est inspiré, parce que Socrate, n'oublions pas, c'est quand même le philosophe qui dit « je ne sais que je ne sais rien ». Je questionne, vous devez répondre. Si vous ne me répondez pas, vous chercherez la réponse en vous. L'important, c'est la question que je vous aurais posée. Crois-tu qu'il est juste d'aller tuer ton ennemi? Alors vous dites ça au soldat au moment où il part sur le champ de bataille, il peut avoir quelques doutes, il peut réfléchir autrement. Donc, résultat, il est un peu le fauteur de troubles, il est celui qui questionne, il est celui qui perturbe, qui interroge. Donc, on a bien compris qu'il est celui qui embarrasse dans la cité. D'autant plus qu'il dit qu'il le fait au nom d'un petit génie qui l'éclaire, qu'il n'a pas lui-même de sagesse et qu'il ne connaît pas la réponse aux questions posées. Vous imaginez, à un moment donné, comme cela peut paraître méprisant pour celui qui est face à lui, surtout quand il estime qu'il est du côté des érudits et quand il commence un peu à les mettre en porte-à-faux sur la manière dont ils conçoivent la cité, les grandes valeurs de justice, de politique, etc. Aujourd'hui, ça vaudrait le coup d'ailleurs que nos politiques passent au crible des questions socratiques. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Et on se rend compte effectivement que ça peut poser problème en fait, de se retrouver dans des situations où on n'est pas forcément en conformité avec les valeurs qu'on devrait défendre. En fait, le politique n'est pas une affaire personnelle. Le politique, c'est l'affaire de la cité, la police. Donc vous voyez, c'est tout ça, ces philosophes de l'Antiquité, c'est ces hommes qui défendent une sorte de rigueur, une démocratie, si elle est menée par des idéaux, c'est-à-dire des valeurs saines, publiques, entre guillemets, c'est-à-dire communes. Vous avez d'un autre côté des philosophes un peu marginalisés, qui sont dans leur enfant ou dans un tonneau, peu importe, et qui agressent plus ou moins les nobles pour leur montrer que leur noblesse ne fait pas la noblesse de cœur ou la noblesse d'esprit. Vous avez des philosophes qui prônent une sorte de dénuement, ou en tout cas de désintéressement vis-à-vis des biens matériels. Vous en avez d'autres qui vous parlent d'une philosophie ascétique. Il faut se détacher pour s'élever à d'autres choses. Donc véritablement, on a dans cette Antiquité une profusion d'individus complètement différents qui pratiquent la philosophie pour diverses raisons, mais tous ont quand même à l'esprit qu'il faut favoriser l'être au paraître.